Hop. Allô, allô, est-ce que vous m'entendez? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Normalement, ça fonctionne. Alors dites-moi bien s'il y a un problème, si vous m'entendez pas, dites-le moi dans le chat, normalement c'est bon. Alors on va commencer du coup la deuxième séance de statique. Ok. Donc on va commencer cette deuxième séance sur la cinématique du coup. On est toujours dans la première des grandes séquences de ce cours. Bonjour. Du coup, on est toujours dans cette séquence de cinématique où on a 3 séances et on commence donc la deuxième.
Je vais commencer avec, dans les 10 premières minutes, là on va commencer avec des réponses si vous avez des questions sur le dernier cours. Je pense qu'il y en a. On va commencer de toute façon par des rappels, donc si au fur et à mesure des rappels, si vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas. Et voilà. Donc les petits rappels de la semaine dernière, qu'est-ce qu'on avait fait un petit peu? On avait fait connaissance avec toutes les liaisons, donc les liaisons externes, les liaisons internes, et leur degré de blocage, donc ce qui permettait de faire en sorte que les poutres qui étaient reliées à ces liaisons ne pouvaient plus effectuer certains mouvements par rapport au plan fixe. Alors normalement sur ces liaisons, on va les répéter au fur et à mesure des séances, mais au bout d'un moment ça devrait bien être connu. La liaison, les liaisons qu'on utilise très souvent en termes de liaison externe, c'est surtout les appuis simples et les pivots. Donc l'appui simple, on a ce mouvement possible de droite à gauche ici, dans ce cas-là, et puis la rotation autour du petit sommet du triangle ici. Donc ça, c'est les deux seuls mouvements possibles avec l'appui simple. Et le degré de blocage, c'est la translation qui est suivant ce plan ici, perpendiculaire à la direction libre. Ensuite, la liaison pivot, donc, qui permet de faire une rotation autour d'un point bien précis. Donc ici, le point, c'est le sommet du triangle qu'on voit ici. Donc cette poutre liée par une liaison pivot au plan fixe, le seul mouvement qu'elle peut faire, c'est cette rotation autour du point fixe. La liaison glissière, donc c'est une liaison qui permet de bloquer une translation et la rotation dans le plan. Alors je rappelle aussi, important, on se place, dans le cadre de ce cours, on se place uniquement dans le plan. On ne regarde pas les mouvements qui se passent suivant le plan perpendiculaire, le plan qui vient vers nous par exemple. On regarde uniquement les déplacements dans la slide, on va dire, dans le plan, et uniquement la rotation. Il n'y a qu'une seule rotation du coup dans le plan qui est aussi dans la slide du coup, et autour d'un axe qui est perpendiculaire à notre plan. Alors la liaison glissière du coup, le seul mouvement qui est possible c'est ce mouvement de translation de droite à gauche dans ce cas-là. Et le mouvement bloqué, c'est les deux mouvements qui sont bloqués, c'est la translation qui est perpendiculaire à l'axe de translation qu'on a ici, et la rotation dans le plan du coup. Pour l'encastrement, on a 3 degrés de blocage, on bloque tous les degrés de liberté de la poutre originale. Donc à l'origine la poutre elle a 3 degrés de liberté totaux, et on bloque du coup les deux translations et la rotation. On passe sur les liaisons internes, du coup la liaison bielle c'est l'équivalent de la liaison externe appui simple en fait. N'hésitez pas si vous avez une question surtout sur ces liaisons, sur un doute que vous avez, quoi que ce soit, n'hésitez pas à poser la question. Alors la liaison bielle, donc c'est l'équivalent de l'appui simple, et donc elle est définie par un axe qu'on voit ici, l'axe N. Le seul mouvement qui est bloqué ici, c'est la translation suivant cet axe. Tous les autres mouvements sont possibles, donc la translation suivant l'axe perpendiculaire à cet axe N est possible, la rotation dans le plan entre les deux poutres est possible. Alors la différence entre les liaisons internes et les liaisons externes, c'est que les liaisons internes, pour le coup, sont des liaisons entre deux poutres. Une liaison externe, c'est une liaison entre une poutre et le plan fixe, qu'on voit ici, à chaque fois avec les hachures. Ensuite, la liaison rotule, qui permet de lier deux poutres, donc par ce petit point A qu'on voit ici, et qui permet de faire en sorte que le mouvement relatif possible entre ces deux poutres soit uniquement des rotations. Donc impossible de déplacer la poutre de droite par rapport à la poutre de gauche selon un mouvement de translation dans quelque sens que ce soit. Le seul mouvement possible entre les deux poutres, c'est bien un mouvement de translation autour du point A. La liaison glissière qui permet du coup de bloquer 2 degrés de liberté entre les deux poutres, de bloquer donc la translation suivant l'axe N, et de bloquer également la rotation entre les deux poutres. Donc le seul mouvement relatif possible entre les deux poutres qu'on voit ici, c'est ce mouvement de translation suivant l'axe perpendiculaire à l'axe N ici. Et puis l'encastrement qui est exactement équivalent à considérer cette poutre comme une seule et unique poutre en fait, puisque dans le bilan ça change absolument rien. Soit vous comptez 2 poutres et ça vous fait
3 fois P, ça fait 3 fois 2, et donc ça fait 6. Soit vous comptez une poutre, mais du coup vous comptez pas les liaisons, les degrés de blocage qui sont dus à l'encastrement, et du coup vous enlevez ce 3 ce I égale 3. Donc en fait, compter une poutre pour ce cas-là, ce cas d'encastrement, c'est exactement pareil que de compter 2 poutres avec un degré de blocage, avec 3 degrés de blocage qui sont ramenés par l'encastrement. Alors je passe là-dessus du coup, s'il n'y a pas de questions. On va les revoir, hein, ces liaisons. De toute façon, le but de ce cours, ça va être de redéfinir ces liaisons. Vous allez voir, d'essayer de trouver en fait le centre de rotation qui est défini par ces liaisons, par les liaisons externes d'abord. Dans ce cours-là, on va juste se regarder sur les liaisons externes. Alors, quelques rappels également sur le bilan qu'on avait fait la semaine dernière, que vous avez fait en TD. Donc ce bilan, il s'agit de calculer en fait le nombre de degrés de liberté total d'un système, donc qui est égal à 3 fois le nombre de poutres de ce système, puisque chacune des poutres a 3 degrés de liberté, donc le degré de liberté total du système c'est 3 fois le nombre de poutres. Et ensuite de retirer à ce bilan de degrés de liberté le nombre de degrés de blocage qui est amené par l'ensemble des liaisons cinématiques. Donc on a d'abord les degrés de blocage amenés par les liaisons internes, I, et puis les degrés de blocage qui sont amenés par les liaisons externes au système de poutres, du coup. Donc en faisant ce bilan, on peut en déduire la liaison double glissière. Alors la liaison double glissière, c'est une liaison un peu particulière dont on n'a pas tellement besoin en fait. La liaison double glissière, c'est la liaison qui permet de bloquer uniquement la rotation et qui permet de faire des translations dans tous les sens. Alors ça se représente, je vous ferai peut-être le dessin de la liaison glissière la prochaine fois, mais c'est une liaison qu'on va jamais utiliser en fait, et qui permet uniquement qui a un degré de blocage en fait, et qui permet de faire du coup toutes les translations, et seulement de bloquer la rotation. Alors la différence entre les liaisons internes et externes, c'est simplement qu'une liaison externe, ça va être une liaison entre une poutre et le plan fixe. À chaque fois, vous voyez, pour les liaisons externes, on a ce plan, cette petite partie qui est hachurée à chaque fois. Ça représente en fait le plan fixe, c'est juste histoire de dire que c'est une référence qui bouge pas. Et la liaison externe, c'est une liaison qui lie une poutre avec cette référence qui est complètement fixe. En termes mécaniques, on appelle ça un bâti, par exemple. Le bâti, c'est ce qui est complètement construit, qui ne bouge pas du tout. Et ensuite, à ce bâti solide, complètement impossible à bouger, vous venez y accrocher du coup des poutres, des liaisons, etc. C'est ce qu'on appelle les liaisons externes du coup. Donc liaison externe à chaque fois entre une poutre et le plan fixe. Liaison interne, c'est à chaque fois entre 2 poutres. Voilà. Donc à chaque fois, vous avez une liaison interne entre une poutre 1 et une poutre 2. Et à chaque fois pour la liaison externe, c'est une seule poutre qui est concernée. Et c'est une liaison entre une poutre, du coup, et le plan fixe. Donc sur ce bilan, pour revenir là-dessus, ce qu'on avait fait la première séance, c'était ce point-là, simplement. De simplement faire le bilan des degrés de liberté, degrés de blocage, pardon. Et puis d'en déduire, du coup, si on avait affaire à un mécanisme hypostatique, ou si on pouvait avoir affaire à quelque chose de potentiellement isostatique, ou on pouvait avoir affaire à quelque chose d'hyperstatique. Alors je dis on peut avoir affaire parce qu'à chaque fois il reste 2 possibilités qu'on n'avait pas explorées la dernière fois, et qu'on va commencer un petit peu à explorer à ce cours-là, et qu'on explorera complètement au cours suivant également. Le fait que la poutre ait une petite partie accrochée à une extrémité signifie qu'elle est reliée à autre chose. Alors, sur le cas des liaisons externes, du coup je pense que tu parles de cette extrémité, du coup. Sur le cas des liaisons externes, en fait, à chaque fois, il y a un point de la poutre. Ici, il se trouve qu'à chaque fois, c'est l'extrémité de la poutre qui est reliée, du coup, à ce dessin de liaison. Parfois, il peut y avoir une liaison au milieu de la poutre. Typiquement, si je vous fais une poutre comme ça, donc je fais une poutre au hasard comme ça, et j'ai envie de placer une liaison appui simple par exemple au milieu de cette poutre, et bien tout simplement, hop, je dessine la liaison appui simple à l'endroit où j'ai envie d'avoir cette liaison.
Alors, l'autre poutre est comme... oui, alors c'est juste... en fait, c'est juste une représentation, finalement. Ça, c'est juste pour dire que la poutre continue, mais aucune importance sur ce petit pointillé là qu'on voit à chaque fois, c'est juste histoire de dire que ça continue, quoi. Mais voilà, ok. Donc ouais, juste pour finir, en fait, les liaisons, parce qu'il y a eu plusieurs trucs dans le TD où on voyait une poutre justement qui avait pas forcément de liaison à son extrémité, mais qui pouvait avoir des liaisons au milieu de la poutre. Alors, dans certains TD que j'ai eu, par exemple, on avait ce cas-là, avec une liaison ici, comme ceci, appui simple, et une autre liaison appui simple ici. Et alors, il y a pas mal d'étudiants et d'étudiantes qui m'ont fait un petit peu une confusion, justement, en considérant qu'ici, il y avait deux poutres, donc ici, cette partie gauche, et la partie droite qui est entre les deux liaisons, et voilà, qu'il y avait deux poutres. Alors qu'en fait, ici, on n'a vraiment qu'une seule poutre. On a une seule poutre qui est reliée au plan fixe par deux liaisons appui simple. On n'a pas de coupure dans la poutre, en fait. Si on voulait avoir deux poutres, par exemple, on aurait mis une liaison, je sais pas, on aurait mis une liaison rotule, par exemple, à cet endroit-là. Mais autrement, non, il y a vraiment, à cet endroit-là, il y a vraiment qu'une seule poutre qui est bien continue, qui n'est jamais interrompue par aucune liaison interne, et qui est donc reliée au plan fixe par deux liaisons comme ça. On aura l'occasion d'y revenir en TD. Alors donc j'étais là-dessus, donc sur l'objectif de cette séance finalement, et de la suivante, ça va être de différencier donc ces deux cas, entre un système qui est potentiellement isostatique, de pouvoir prouver qu'il est vraiment isostatique, et donc que c'est une structure, et donc qu'elle est stable, de pouvoir également prouver que certains systèmes de poutres sont des mécanismes, et qui sont du coup hyperstatiques, et qui sont, si ce sont des mécanismes, potentiellement instables. Donc, vous voyez ici, on a juste vu la première séance sur ce bilan des degrés de liberté et degrés de blocage, et maintenant on va voir un peu plus en détail du coup sur comment différencier tous ces cas-là. Alors, dans la vie de tous les jours, dans lesquels on peut trouver ces liaisons. Alors, je peux vous trouver... je vous ferai un petit... je vais noter ça. Je vais faire un petit recap des liaisons en fin de cette séquence cinématique. Et au dernier cours de cinématique, là, je vous montrerai quelques cas de liaison qu'on peut voir effectivement dans la vie de tous les jours, qui sont utilisés en construction. Et en fait, si vous voulez, ces liaisons, c'est vraiment la base de ce qui est utilisé en mécanique des structures. En mécanique des structures, tous les calculs sont fondés sur ce type de liaison. Vous ne trouverez pas de schéma d'ingénieur qui ne prend pas en compte, qui n'utilise pas ces liaisons-là, qui n'utilise pas ce formalisme-là, avec donc le calcul des sollicitations dans chacune de ces liaisons, dans chaque poutre, et de trouver... Alors les sollicitations, on verra ça dans les cours suivants, mais l'idée c'est de calculer les sollicitations de tout notre système qui représente le bâtiment, et de regarder en gros la sollicitation la plus forte, et de dimensionner du coup nos poutres, nos murs, nos voiles, tous les éléments de structure selon cette sollicitation maximale. Donc vraiment ce formalisme, il est réellement utilisé par tous les ingénieurs, et du coup a fortiori par les architectes qui a priori devraient également l'utiliser. Mais je vous montrerai des exemples avec des treillis notamment, ce qu'on peut voir, je pense directement au métro de Paris par exemple, où on voit ces figures en treillis qu'on va étudier après à la fin de ce cours, mais c'est typiquement le genre de cas où on utilise un ensemble de liaisons rotules, et tout cet ensemble de liaisons qui va être mis à profit du coup. Alors, on reviendra là-dessus à la fin de la séquence cinématique. Donc pour cette séance, on va juste s'attarder sur ces différents mots-clés, sur le théorème de Schall, sur le centre de rotation, sur ce que sont des petits mouvements. On va redéfinir les liaisons cinématiques par rapport à ces considérations, et puis on va en déduire une méthode pour établir la stabilité ou non d'une poutre seule, pour le moment. L'idée, ça va être de pouvoir d'abord étudier les conditions de stabilité d'une poutre seule, et puis après d'étendre ça à n'importe quel système de plusieurs poutres,
réunies les unes par rapport aux autres par des liaisons internes, et liées au plan fixe par des liaisons externes du coup. Alors, on commence du coup par le théorème de Schall. Donc, le théorème de Schall, l'idée, c'est, je vais vous montrer ça avec cet exemple, c'est de pouvoir caractériser n'importe quel mouvement dans le plan du coup, puisqu'on se place uniquement dans des mouvements plans. Alors, par exemple, je prends cet objet qui est un objet rigide que je déplace n'importe où dans le plan. Vous voyez, je le mets complètement au hasard n'importe où. L'idée du théorème d'abord de Euler, le théorème d'Euler, c'est on peut décomposer ce mouvement qui paraît complètement quelconque en quelque chose de très cadré finalement, de très précis. On peut décomposer ce mouvement en une translation dans un premier temps, et puis une rotation autour d'un point qui a été choisi au préalable. Quand on fait cette translation puis cette rotation, on a complètement défini le mouvement qui paraissait au début complètement quelconque entre l'objet de départ et l'objet d'arrivée. Vous voyez, on fait juste cette translation, et puis une rotation autour d'un point bien choisi. Alors cette rotation, elle a un certain angle qu'on va appeler alpha. Donc ça, c'est simplement le théorème d'Euler. Le mouvement d'un corps rigide dans le plan, il peut être décrit comme une translation suivie d'une rotation autour de l'un de ces points. C'est ce qu'on montre ici. Et en fait, vous pouvez faire ça avec n'importe quel mouvement. Là, j'ai pris un mouvement complètement au hasard, mais si je voulais, j'aurais pu placer le corps rigide un peu n'importe où, autre part dans le plan, et d'une autre façon tourner autrement. À chaque fois, je peux décomposer ce mouvement en une translation, puis en une rotation autour du même point choisi ici. Donc le point de l'équerre qu'on voit là. Alors, ce mouvement de translation puis de rotation, c'est pas la seule manière de définir exactement ce mouvement-là. Il y a une autre manière de définir ce mouvement, qui est finalement de dire que ce mouvement qui paraît quelconque, ça va être simplement une rotation autour d'un point qui appartient au plan du coup, mais que ça va être simplement une rotation pure. On va plus du tout parler de translation, on va faire en sorte que ce soit uniquement une rotation. Alors pour faire ça, on fait une construction bien précise. Je vais peut-être... ouais. Je vais faire ça en exemple du coup. Hop. Permettez une petite seconde. On va faire ça. Manuellement. Ok. Alors, l'idée c'est de trouver du coup le centre de rotation, qu'on appelle centre de rotation instantané, de cet objet dans ce mouvement bien précis. Alors, je vous en ai parlé un petit peu la dernière fois, on va regarder ça plus en détail. L'idée, ça va être de tracer le segment entre un point et son point qu'on appelle un point homologue. C'est le point qui est correspondant en fait au point de départ, mais du coup qui est situé à l'arrivée. Donc par exemple, si vous avez un point A ici, et que vous avez son image à la suite de la rotation qui s'appelle A', vous tracez le segment AA'. Si je fais exactement le même boulot pour ce couple de points, du coup, je vais avoir un point B ici, qui est le point initial, on va dire. Pardon. Et je vais avoir le point B' ici, qui va être son image à la suite de la rotation. C'est ça. Alors, la deuxième étape de cette construction, c'est de faire la médiatrice de ce segment. La médiatrice d'un segment, c'est la droite qui passe par le milieu du segment et qui est perpendiculaire à ce dernier. Donc qui est perpendiculaire au segment AA' ici. Donc je trace une perpendiculaire comme ça. Et là j'ai la droite, j'ai la médiatrice du segment AA'. Si je fais exactement le même travail pour BB', alors je vais essayer de faire ça le plus précisément possible. Je fais exactement le même travail pour BB'. J'ai un segment qui est défini comme ça entre B et B'. Je trace la médiatrice de ce segment. Donc je prends le milieu du segment BB' et je trace la droite qui est perpendiculaire à BB' et qui passe par ce milieu. J'obtiens du coup une nouvelle médiatrice, donc là je vais indiquer perpendiculaire comme ça avec ce signe.
perpendiculaire ici, j'ai une nouvelle médiatrice, et avec ces deux médiatrices, je vais avoir un point d'intersection des deux médiatrices. Donc ça, si vous voulez, c'est un peu l'étape 3 de la méthode. L'étape 1, tracer les segments, AA', BB'. Étape 2, tracer les médiatrices. Étape 3, point d'intersection des médiatrices. Ce point d'intersection, c'est un théorème mathématique, c'est un théorème géométrique. Ce point d'intersection, c'est le centre de rotation entre l'objet initial et l'objet final. Vous allez pouvoir faire en sorte que... Alors, je vais l'appeler, on va l'appeler C par exemple, le centre de rotation qu'on appelle centre de rotation instantané, qui correspond à ce mouvement en fait. Si on trace le segment CA, alors je vais faire ça d'une autre couleur, je trace le segment CA ici, et je trace le segment CA'. Ces deux segments, ils ont exactement la même longueur, puisque la rotation, elle fait ça comme mouvement en fait. La rotation autour d'un point, elle va prendre un point et juste le tourner selon un certain angle alpha, et fait en sorte que ce point arrive à une position finale qui fasse en fait que la distance entre le point et le centre de rotation reste inchangée. Donc pour indiquer que c'est la même distance, on fait souvent ce signe comme ça. Donc ce segment CA est exactement de même longueur que ce segment CA', et le segment CB, pareil, il est exactement de la même longueur que le segment CB'. Et en fait, ce que fait la rotation, c'est qu'elle prend n'importe quel point du corps de base, et elle le transforme en un point homologue qui est situé donc à une distance égale par rapport à C, et qui est à chaque fois selon un angle qui est toujours le même en fait. L'angle d'une rotation, c'est toujours le même angle alpha. Alors, à chaque fois, vous allez pouvoir prendre n'importe lequel de ces points, et faire finalement ce segment entre C, entre le centre de rotation et le point, et puis de l'autre côté pareil, et vous allez vous rendre compte que c'est exactement le même angle alpha. La rotation de centre C et d'angle alpha, elle prend l'objet initial, et elle le transforme en un objet final qui a été tourné d'un angle alpha autour du point C du coup. Alors, cette construction avec les médiatrices, on va être amené à la revoir quelques fois pendant cette séance. Donc il faut bien comprendre cette construction. Il faut bien se dire que les trois étapes de comment trouver le centre de rotation d'un objet dans un mouvement, en fait, entre une position initiale et une position finale, la méthode c'est on trace les segments de deux couples de points au moins, on pourrait le faire avec 3, 4, une infinité de points, on le fait avec deux couples de points, on trace les segments, deuxième étape on trace les médiatrices de ces segments, et troisième étape on trouve le point d'intersection qui est donc le centre de rotation dans ce mouvement-là. Alors c'est ce qu'on représente ici, hein. Ici vous avez la médiatrice du coup, et donc vous avez cet angle alpha qui va être exactement le même, quel que soit le couple de points que vous choisissez du coup. Si on fait juste une translation, on ne peut pas trouver de centre C. C'est une très bonne question, c'est justement le cas un peu qu'on appelle un cas dégénéré en fait. C'est le cas d'une translation, c'est aussi un mouvement dans l'espace, il n'y a pas de raison qui serait opposé au fait qu'on puisse pas faire de translation dans l'espace, c'est un mouvement comme un autre. Et ce mouvement de translation, il pose un petit peu problème parce que si vous faites, on va regarder ça là-dessus, si vous faites la même construction sur ce schéma-là, par exemple, vous tracez le premier segment, vous tracez ensuite le deuxième segment ici, et si vous tracez les médiatrices, vous vous rendrez compte qu'elles sont exactement parallèles. Donc en fait, elles ne se croisent jamais. Donc ça pose un petit peu problème, ça nous embête un petit peu parce que du coup, on a l'impression que le centre de rotation n'existe pas, mais en fait, il y a en quelque sorte une astuce, mais je vous montrerai ça après pour la liaison glissière notamment. C'est pour la liaison glissière qu'on va voir ce cas de figure bien précis. Alors, commencez à y réfléchir d'ici là, mais si vous avez des propositions d'ailleurs, mais on va résoudre ce cas qui est un cas effectivement dégénéré. Et sinon, dans la totalité des autres cas, à chaque fois qu'on a une translation et une petite rotation même, on va pouvoir définir à chaque fois
le centre de rotation, qu'on appelle centre de rotation instantané dans ce mouvement, entre l'objet initial et l'objet final. Donc le théorème de l'air alors le théorème de Schall est un peu l'équivalent du théorème de l'air finalement, puisque ce même mouvement, il peut être décrit à chaque fois par une rotation pure. Exactement, on avait dit la dernière fois que le centre est situé infiniment loin, donc effectivement deux droites parallèles en fait se croisent, on dit qu'elles se croisent à l'infini. Donc c'est ce qu'on appelle de la géométrie projective, mais je vais vous montrer ça, on va essayer de bien comprendre ça. Le théorème de Schall du coup nous dit que ce même mouvement à chaque fois peut être décrit par une rotation pure de même angle, c'est le même angle par ailleurs, oui, toujours ce même angle alpha, autour d'un point C qu'on appelle un centre de rotation. On appelle ça un centre de rotation instantané, mais dans ce cours-là, on va souvent juste dire centre de rotation, puisque dans un autre cadre, on aurait besoin d'appeler ça un centre de rotation instantané, puisque des fois, les mouvements ne sont pas aussi simples, des fois, les mouvements sont plusieurs rotations, on va dire, les unes après les autres, de manière infinitésimale, mais là, on fait juste à chaque fois une rotation, donc on a juste à chaque fois un seul centre de rotation. Alors la conséquence de ça, c'est que chacune des liaisons cinématiques qu'on avait définies au premier cours, eh ben, on peut les définir par rapport à des mouvements autour d'un centre de rotation. La question c'est, pour décrire ces mouvements de poutre grâce aux liaisons externes qu'on a définies au premier cours, pour décrire ces mouvements, on peut les décrire par la donnée d'un centre de rotation, et à chaque liaison externe finalement, on aura un centre de rotation correspondant, qu'on appellera centre de rotation absolu de la poutre. Le centre de rotation absolu, c'est le centre de rotation d'un mouvement de rotation de cette poutre dans le plan, dans l'absolu. Par exemple, on va voir ça dans le prochain cours, mais le centre de rotation relatif d'une poutre par rapport à une autre poutre, c'est pas la même chose que le centre de rotation absolu d'une poutre par rapport au plan fixe. Alors, on va voir chacune des liaisons, les unes après les autres. Chacune des liaisons les unes après les autres, donc on va commencer par la liaison pivot. La liaison pivot, on va juste mettre une liaison pivot entre une poutre 1 et le plan fixe, donc on met cette liaison au point qu'on appelle P. Cette liaison, on sait qu'elle a 2 degrés de blocage, les deux translations. La poutre 1 ne peut plus translater dans le plan, elle peut seulement faire des mouvements de rotation autour du point P. Alors je vais vous montrer ça en animation. Donc ici, j'ai fait à peu près la même poutre avec juste cet objet au-dessus qui va nous permettre, vous allez voir, de faire des petites constructions. Donc si je fais un mouvement de rotation avec cette poutre liée par la liaison pivot, je vais avoir un mouvement qui va ressembler à quelque chose comme ça. Donc ça, c'est la conséquence de cette liaison pivot sur mon ensemble, on va appeler ça mon ensemble rigide, qui est poutre plus poisson, quoi. Alors, ce mouvement, il peut être décrit par une rotation pure. Donc ici, la construction va vous paraître assez triviale, mais on va le faire quand même. On va faire la méthode des médiatrices, que je vous ai montré juste avant. On va prendre plusieurs couples de points entre une position initiale, qui est ici, et une position finale. Et ces couples de points, on va les relier entre eux, on va faire des segments. Deuxième étape, on va tracer les médiatrices de ces segments. Et troisième étape, on va regarder le point d'intersection de ces médiatrices. Et ce sera notre centre de rotation. Alors, je vais activer la vision de cette construction. Quand on regarde la construction, du coup, on a bien tracé des segments entre chaque couple de points, entre le point ici à l'extrémité et le point à l'extrémité ici, entre ce point ici qu'on voit là, qui est sur le T, et le point final ici, et entre le bout de la queue ici, on a choisi de faire ça une troisième fois, même si c'est pas forcément utile, deux fois suffisent en fait, et on trace ensuite les médiatrices, donc les droites qui sont exactement perpendiculaires à ces segments là, et qui, alors il n'y a que
Si, ouais, c'est normal. En fait, la médiatrice de ce segment-là est exactement la même que la médiatrice de ce segment-là. Bon. Du coup, ça nous fait 2 médiatrices seulement. Bref, on regarde du coup le point d'intersection de chacune de ces médiatrices, qui sont définies entre chaque couple de points, etc. Et ce point d'intersection, il se trouve bien au niveau du point de la liaison pivot qu'on avait définie. Alors là, ça paraît un peu trivial pour le coup. On n'a pas dit grand-chose de plus que le centre de rotation de cette liaison pivot, il est situé en un point qui est le centre de rotation de la liaison pivot, en fait. Donc ça paraît plutôt simple. Pour la liaison pivot, il n'y a pas trop d'ambiguïté pour le coup, c'est assez évident. Vous voyez que ça marche pour n'importe quel mouvement. Si je fais n'importe quel mouvement entre une position initiale et une position finale, je fais la construction des médiatrices. À chaque fois, on a la construction qui s'adapte en direct de manière dynamique. Là. À chaque fois, on a le point d'intersection des médiatrices qui est le centre de la liaison pivot, ici. Donc, ce qu'on avait dit du coup, ici, c'est que le seul mouvement possible, c'est la rotation autour du point P, et ce mouvement, donc ce mouvement possible nous permet de définir le centre de rotation absolu de la poutre 1, qui est exactement situé au point P, finalement. Alors la liaison pivot, ce sera la liaison la plus facile de ce point de vue-là. Les autres liaisons, vous allez voir que c'est un peu plus coton, un peu plus complexe. Donc on a redéfini en quelque sorte la liaison pivot, non plus de manière à dire ce qu'on avait fait au début du cours à la première séance, c'est qu'on avait défini la liaison pivot par rapport à ses blocages. On avait dit que la liaison pivot elle était définie par le fait qu'elle pouvait bloquer les deux translations et qu'elle pouvait laisser libre la rotation. Et alors, la différence entre le centre de rotation instantané et le centre de rotation absolu, pour le moment on parle de centre de rotation absolu parce qu'on va juste regarder des liaisons externes en fait. Quand on va regarder des liaisons internes entre deux poutres, et non plus entre une poutre et le plan fixe, quand on va regarder les liaisons internes, là ce sera des centres de rotation relatifs. Entre le centre de rotation instantané, c'est la même chose en fait. En fait, c'est la même chose. On parle dans l'absolu, on va pas parler de centre de rotation instantané, mais en fait, à chaque fois, c'est des centres de rotation instantanés absolus, si vous voulez. Mais on n'a pas besoin de cette notion en soi. En fait, le centre de rotation instantané, ça nous est utile quand on fait plusieurs mouvements de rotation, quand un mouvement est décrit par plusieurs mouvements de rotation à la suite, et donc ce centre de rotation, il peut varier au cours du temps, en fait. On n'est pas obligé d'avoir un centre de rotation instantané qui est fixe, on peut avoir un centre de rotation instantané qui se déplace au cours du temps, ce qui permet de décrire des mouvements beaucoup plus complexes en fait que des simples rotations. Mais ici on a juste besoin d'un centre de rotation qui est instantané effectivement, mais cette notion d'instantané n'est pas utile. On va pas revenir dessus dans ce cours-là, quoi. Voilà. Donc pour cette liaison pivot, du coup on a décrit la liaison pivot par rapport à ses degrés de blocage dans le premier cours. Maintenant, on décrit cette liaison pivot comme étant la liaison qui permet de définir le centre de rotation absolu de la poutre 1 au point P. Donc c'est en quelque sorte une nouvelle définition qui est complètement équivalente de la liaison pivot. On va faire le même travail pour une liaison glissière, pour la liaison glissière qu'on voit ici. Cette poutre 2, elle est reliée au plan fixe par une liaison glissière d'axe N. Alors l'axe de la liaison glissière nous permet de définir le blocage et le mouvement autorisé du coup de la liaison. Si on définit un axe, c'est parce que le seul mouvement autorisé, ce sera la translation perpendiculaire à cet axe, et les deux mouvements qui seront bloqués, ce seront donc la rotation dans le plan, et la translation suivant l'axe N ici défini. Alors cette poutre, on va essayer, pareil qu'avant, de lui trouver son centre de rotation quand elle est liée par une liaison glissière au plan fixe. Alors, la liaison glissière, qu'est-ce qu'on sait sur cette liaison? C'est qu'elle a 2 degrés de blocage, la translation suivant l'axe N comme je viens de vous le dire, et puis la rotation dans le plan du coup. Le seul mouvement possible de cette liaison glissière, c'est une translation selon un axe perpendiculaire à N. Donc on va faire exactement le même travail qu'on avait fait ici, seulement on va le faire pour la liaison glissière. Donc
on va se placer sur la liaison glissière qu'on voit ici, et puis on va, pareil, on va mettre en mouvement ce système, comme ça, voilà, on voit que le déplacement entre la position initiale et la position finale se fait à chaque fois suivant un axe qui est ici selon x. Donc ici c'est comme ça qu'est orientée la liaison glissière, et les mouvements qui sont bloqués ici, il y a une impossibilité de faire des rotations dans le plan, et de faire une translation suivant l'axe qui est perpendiculaire à l'axe x ici, et qui est l'axe y du coup. Alors si on fait exactement le même travail qu'avant, vous vous souvenez, avec les segments entre deux points qu'on appelle homologues, entre deux couples de points, et les médiatrices et intersections des médiatrices, donc c'est ce qu'on avait dit, avant, hein, quand on trace du coup, quand on fait cette construction et qu'on trace les médiatrices, dans n'importe quel mouvement de cette liaison glissière, il se trouve que toutes les médiatrices sont parallèles entre elles. Si on trace à chaque fois le segment entre ces points qu'on voit ici, là, entre le point ici du bout de la poutre et le point du bout de la poutre qui est son homologue, et qu'on fait ce travail pour ces trois couples de points qu'on voit ici, et bien on a des médiatrices qui sont parallèles. Alors l'idée c'est que ces médiatrices parallèles, elles ne se croisent théoriquement jamais. Donc ça c'est ce qu'on dit en géométrie euclidienne, pour ceux que ça intéresse, pour ceux que ça intéresse. En géométrie euclidienne, effectivement, la définition d'une droite parallèle à une autre droite, c'est une définition ça, qui consiste à dire en fait que ces deux droites ne se croisent jamais. Donc ces deux droites sont forcément parallèles dans le plan euclidien. Alors ce qu'on peut faire, c'est se placer dans un contexte de géométrie projective et dire du coup que ces deux droites parallèles se croisent à l'infini. Alors ce qu'on peut dire de manière un peu plus intuitive, c'est que si effectivement on se place dans le plan comme ça et qu'on recule infiniment loin, ben on verra jamais le point d'intersection. La seule manière de voir le point d'intersection, c'est de se placer en perspective, et puis de commencer à regarder en perspective, et là les droites parallèles ont l'air de se croiser en un point qui est effectivement à l'infini. Vous voyez, donc si on regarde de ce côté, ça va se croiser à l'infini de ce côté, mais si on se retourne, ça va également se croiser à l'infini de ce côté. Donc on considère que ce point de croisement, qui est à l'infini des deux côtés, on pourrait se dire c'est deux points différents, mais en fait c'est le même point. On va définir ça comme étant le même point, puisqu'on se dit que il n'y a qu'un seul point d'intersection entre plusieurs droites, il ne peut pas y avoir plusieurs points d'intersection entre deux droites. Donc ce point qui est à l'infini dans cette direction et dans cette direction, c'est le même point. Donc ce concept de point à l'infini, c'est un peu complexe à assimiler. Je pense que cette vision dans l'espace qu'on prend permet de mieux intuitiver, à mon avis, l'idée de ce point qui est à l'infini. Mais ce qu'il faut retenir, voilà, c'est ça, c'est que les droites parallèles, elles se croisent en un point qui est à l'infini, et du coup on peut dire que le centre de rotation de ce mouvement, en fait, il est situé à l'infini, donc ici en haut ou en bas. Ça revient au même, c'est le même point. Cette idée, elle peut aussi être montrée avec... Alors je vais essayer de vous faire un exemple ici. C'est une idée qui peut aussi venir du raisonnement suivant. Si je prends... alors je vais prendre un triangle comme ça. Pouf. Et je vais lui faire une rotation autour de ce point-là. Comme ça. Je vais essayer de rester sur cette ligne. Au début, je vais faire juste une rotation de cet objet autour de ce point-là. Donc simplement, je trace hop, un trait comme ça. Je trace son trait homologue avec un certain angle, du coup, que je définis qui s'appelle alpha. Hop, et j'ai un nouveau point. Je fais exactement le même travail pour tous les points de ce triangle. Donc je vais avoir un autre trait ici
hop, qui va s'arrêter à peu près là. Et donc ici, je me suis bien déplacé du même angle alpha, en fait. Et je fais ça pour tous les points de ce triangle. Et en fait, je vais avoir le triangle image qui va être ici. Alors, je vous ai dit que je me plaçais sur cette ligne, en ce point-là au début. Si je recule mon point, et que, par exemple, je le place plus loin sur la ligne, on va dire. Tchouk. Si je me place ici, par exemple, je fais exactement le même travail. Je fais le point image de ce point va être défini alors par un nouvel angle alpha pour arriver exactement, pour avoir un triangle qui est à peu près au même niveau que celui-là. On va juste diminuer l'angle alpha au fur et à mesure qu'on éloigne le point. Mais donc l'idée reste la même. On va essayer de le mettre au même emplacement du coup ici. Tchouk. Donc ici on a même longueur et un certain angle qu'on appelle bêta. On fait le même travail pour ce point-là, donc qui va être déplacé comme ça également. Et si on fait ce travail pour cette nouvelle rotation, en fait, on va avoir un nouveau triangle qui va être comme ça, en fait. Qui va être un peu moins penché que le premier triangle. Et si on continue à faire ce travail et qu'on recule infiniment loin, si je place mon point de rotation encore plus loin, alors je le mets pas infiniment loin là pour le coup, mais je le mets vraiment très très loin, si je le mets ici, mon nouveau point de rotation, et que je fais exactement la même construction sur ce triangle initial ici, et que je fais du coup une toute petite rotation d'un angle gamma du coup autour du centre de rotation qui est situé très très loin sur la feuille, et bien je vais avoir un nouveau triangle ici, qui va être non plus tourné comme ça, mais qui va être très peu rotationné en fait, qui va être comme ça. Et au fur et à mesure que je m'éloigne, je vais avoir un triangle qui va être de plus en plus similaire au premier triangle, et qui aura beaucoup plus l'air d'avoir simplement translaté entre la position initiale et la position finale. Et en fait, quand je vais choisir un point qui est à l'infini d'un côté ou de l'autre, ça revient au même, mais si je vais choisir un point qui est à l'infini sur cette droite, bon, je pourrais pas faire la construction là, ce sera pas possible, mais je vais avoir simplement ce mouvement de translation parfaite entre la position initiale et la position finale. Pardon, c'est une autre manière de voir un petit peu ce mouvement de translation comme une rotation autour d'un point qui est à l'infini. Donc il y a deux manières de voir ça du coup. Il y a cette manière avec éloigner le plus possible le centre de rotation jusqu'à l'éloigner à l'infini, et on se rend compte que entre la position initiale et la position finale, on a juste finalement eu une translation. Et l'autre manière pour voir ce centre de rotation à l'infini, c'est de faire la construction des médiatrices et de se dire que le seul point de croisement de ces médiatrices qui sont toutes parallèles, c'est un point qui est situé à l'infini dans la direction ici, ou la direction opposée, c'est exactement le même point. Alors voilà, c'est un peu les deux manières de voir ce centre de rotation un peu particulier pour cette situation qui est un peu particulière, qui est dégénérée, on appelle ça. Alors, ce qu'on a dit, c'est que du coup, cette translation pure, elle est équivalente à une rotation autour d'un point situé à l'infini dans la direction n, dans la direction de la glissière, parce que ici, dans cette construction, j'ai une direction n qui est verticale, mais on peut s'imaginer très bien que si j'ai une direction qui est un peu de biais dans ce plan-là, eh bien on va avoir des droites parallèles qui vont être également penchées de la même manière, du coup, et qui vont se rejoindre à l'infini, mais non pas dans la direction, on va dire nord-sud, quoi, mais dans une direction qui va être plus nord-est, sud-ouest, quoi. Voilà. Donc la direction de la liaison glissière nous indique finalement la direction, l'emplacement exact des points qui sont à l'infini, du point qui est à l'infini. Donc ici, ce qu'on fait pour représenter un point qui est à l'infini, on ne fait pas un point au bord de la slide où ça va être compliqué, quoi. On va pas pouvoir représenter en fait ce point à l'infini d'une bonne manière. La seule manière de représenter ce point à l'infini, c'est de nous entendre sur
une sorte de convention, une sorte d'écriture qui permettent de dire bah oui, effectivement, je ne peux pas représenter ce point à l'infini, parce que je suis limité dans cette slide, mais voilà comment je le représente. Je mets tout simplement un signe infini comme ça, avec la direction dans laquelle je vais chercher le point à l'infini. Donc à chaque fois, c'est la double direction, hein. Soit le point à l'infini, je vais le chercher vers le nord-est, là, soit je vais le chercher vers le sud-ouest, mais c'est exactement le même point, et il est situé à l'infini, du coup, qu'on représente avec ce 8 couché. Donc le centre de rotation absolu de la poutre 2 par rapport au plan fixe est situé à l'infini, dans la direction n. C'est exactement ce que veut dire ce signe-là. Alors vous n'hésitez pas à me poser des questions là-dessus, s'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui vous a échappé. Normalement, voilà. Alors cette liaison pivot et la liaison glissière là, c'est les deux seules liaisons pour lesquelles on a exactement la définition du centre de rotation. Si on regarde la liaison encastrement, on a par exemple une poutre là qui est liée au plan fixe par une liaison encastrement en E. Ici, la poutre ici, elle peut effectuer aucun mouvement, littéralement aucun mouvement, elle est complètement bloquée par cette liaison encastrement. Donc on va pas représenter de point de centre de rotation absolu de la poutre 3 par rapport au plan fixe, on va simplement dire qu'il n'existe pas, quoi. Le centre de rotation C3 par rapport à 0. Oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais à chaque fois, ce 3 par rapport à 0, ça indique que c'est un centre de rotation absolu. 0, en fait, c'est le plan fixe, c'est le bâti. Donc à chaque fois, on met C comme un centre de rotation, le numéro de la poutre, donc ici 3, c'est la poutre 3, et par rapport au plan fixe par rapport à 0. Donc ce centre de rotation, pour le coup, dans ce cas-là, il n'existe pas. Pour une liaison encastrement, pour une poutre qui est reliée au plan fixe par une liaison encastrement, on n'a pas de centre de rotation absolu. Alors, pour la liaison à puits simple, ça va être un peu plus compliqué que ça. Il va falloir amener une nouvelle hypothèse, on a besoin d'une nouvelle hypothèse, parce qu'en fait, la liaison à puits simple, elle est en quelque sorte trop complexe. Alors voilà, j'ai mis pour rappel, dans le cadre de ce cours, il y a eu plusieurs hypothèses qui ont déjà été faites. On s'est dit comme hypothèse que on faisait uniquement des systèmes dans le plan, on a la possibilité de faire des systèmes dans l'espace, mais dans ce cours-là, où on fait connaissance avec les notions, on regarde uniquement des systèmes dans le plan. Et puis ces systèmes, du coup, sont composés uniquement de poutres. C'est des éléments, c'est comme des lignes. Donc ça, c'était un peu les hypothèses qu'on avait déjà faites dans le cadre du cours, pour essayer de se centrer un peu, pour essayer de pas faire trop de trucs, quoi. Et la nouvelle hypothèse dont on a besoin, du coup, c'est qu'on étudie seulement des petits mouvements. Donc tout ce qu'on avait vu sur l'amplitude des mouvements, qui était ici, par exemple, assez grande, et par exemple sur la liaison pivot, où on pouvait aussi faire des grands mouvements de rotation autour d'un point, bah ça, en quelque sorte, on oublie. On fait uniquement ce qu'on va appeler des petits mouvements. Alors je vais essayer, bien définir du coup ce qu'est un petit mouvement. Ça équivaut exactement à dire que un angle de rotation qui caractérise le mouvement à chaque fois, il va être très petit. À chaque fois, l'angle de rotation alpha caractérise un mouvement quelconque de rotation d'une poutre, puisqu'on a montré avec le théorème de Schall que n'importe quel mouvement de poutre peut être décrit avec un angle de rotation autour d'un certain point, et bien cet angle de rotation, il doit être pris très petit. Alors la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que ça veut dire qu'un angle est très petit? Alors on va faire quelques rappels de trigonométrie, je pense, parce qu'on va parler de cosinus, de sinus, de tangente. Donc on va juste faire quelques petits rappels de trigonométrie, je pense que ça peut être assez utile. On part d'un cercle de rayon R. On a ici l'angle alpha qu'on voit entre ces deux segments, entre le segment horizontal et le segment biais comme ça. Et bien entre ces deux segments, on a un angle qu'on appelle alpha. Et la longueur de cet arc de cercle ici, la longueur de cet arc, il fait exactement R fois alpha. Alors c'est une propriété qui fonctionne du coup sur les cercles. Si vous avez un angle alpha,
qui est définie entre une ligne ici et une ligne ici, et que vous prenez l'arc qui est, l'arc qui est défini entre les deux points de ce segment ici qu'on voit là, et bien vous avez une longueur qui est exactement égale au rayon fois l'angle, donc R fois alpha. Si vous prenez un cercle de rayon 1, ce qu'on appelle le cercle trigonométrique, c'est un assez gros mot pour dire que c'est juste un cercle de rayon 1 en fait. Si vous prenez un cercle de rayon 1, vous aurez simplement R fois alpha qui vaut 1 fois alpha qui vaut alpha. En fait, si vous avez un angle alpha ici, et bien la longueur de cet arc ici, pris entre les deux points là, qui ont été définis par l'angle du coup, et bien cette longueur fait exactement alpha du coup. C'est la propriété du cercle trigonométrique du coup, du cercle de rayon 1, qui fait en sorte que à chaque fois l'angle qu'on choisit nous donne directement la longueur de l'arc sphérique qui est ici. Alors, comment on définit cos alpha et sin alpha? C'est simplement les longueurs qui sont cos alpha, c'est la longueur horizontale entre le point, entre le centre du cercle et la projection du point sur l'axe horizontal. Donc cette distance-là, c'est cos alpha. Ici, on a un triangle rectangle, du coup. On a cos alpha sur cette longueur, et on a sin alpha sur cette hauteur, qui est définie du coup de la même façon. À chaque fois, vous avez un triangle rectangle, et à chaque fois, donc ici, l'angle alpha, et la longueur horizontale cos alpha, et la longueur verticale sin alpha, qui va être sin alpha, c'est l'écart entre le centre du cercle et la projection verticale du coup de ce point-là, qui est défini par alpha, de ce point-là sur l'axe vertical du coup. Alors ensuite la tangente, ça va être la longueur, si on prolonge ce trait qui est défini par alpha, et qu'on le fait couper un axe qui est tangent au cercle en ce point-là, donc qui est vertical, qui est complètement vertical, et qu'on regarde la longueur entre ce point d'intersection et le point initial, le point d'origine ici, et bien on a une longueur qu'on appelle du coup tangente alpha. Alors l'idée ça va être que pour des petits angles, on va avoir du coup sin alpha, la longueur alpha qu'on voit ici, et la longueur tangente alpha, qui vont être très petites du coup, puisqu'on va avoir des angles alpha très petits, et on va pouvoir en quelque sorte confondre sin alpha, alpha et tangente alpha. On voit déjà géométriquement que ces valeurs sont très proches. Ici, on a la longueur sinus de alpha, qui est assez proche, on va dire, de tangente alpha, et la longueur alpha de cet arc de cercle, elle est supérieure à sinus alpha et inférieure à tangente alpha. Elle est entre les deux. Mais on voit que déjà, si on prend un angle un peu plus petit, en fait, on va pouvoir avoir ces trois longueurs qui seront de plus en plus proches, et qui seront, au bout d'un moment, on pourra même dire qu'elles sont pratiquement égales, en fait. Alors c'est un peu cette idée-là qu'on représente d'une autre manière, c'est que sur ces courbes, la courbe bleue qui représente juste la courbe x, la courbe rouge qui représente la fonction sinus, et la courbe orange qui représente la fonction tangente, si on regarde un tracé de ces courbes-là, on se rend compte qu'autour, avec un certain zoom, on se rend compte qu'autour de la valeur 0, pour des petits angles du coup, pour des petites valeurs de x, et bien on se rend compte qu'on a les trois courbes qui sont pratiquement confondues en fait. Si on regarde les tracés de ces courbes-là, on va pouvoir voir que, quel que soit notre niveau de zoom, à chaque fois on va pouvoir pratiquement confondre en fait les valeurs de ces trois courbes autour en tout cas de l'origine, autour d'un angle qui est très petit du coup. Alors ce qu'on peut se dire, c'est que si on se dit que de base on a besoin de zoomer que par exemple entre les valeurs 0,5 ici et 0,5 en horizontal, on va se dire qu'il y a un petit angle pour ce niveau de zoom, ça va être un angle entre, sur cette graduation par exemple, ça va être un angle de 0,05 en fait. Et pour ce niveau de zoom, on va pouvoir choisir une certaine fourchette d'angle pour lequel ce niveau de zoom va nous permettre de dire que ces trois valeurs, x, sinus x et tangente x, sont complètement égales.
si on zoome un peu plus, en fait si par exemple on considère ici que les courbes sont confondues, si on zoome un peu plus à cet endroit-là précisément, on se rend compte que si on zoome assez, on va voir les courbes se déconfondre en quelque sorte. Donc c'est à chaque fois pour un niveau de zoom donné, on va pouvoir considérer que on peut confondre ces trois valeurs. Et donc le niveau de zoom donné, alors, ouais c'est bon. Et du coup, voilà, on va juste se dire que dans le cadre de ce cours, on utilise un niveau de zoom en quelque sorte qui va nous permettre de confondre exactement ces valeurs x, sinus x et tangente x. Alors, pas trop besoin de s'étendre là-dessus, mais ce qu'il faut retenir en fait, c'est que la conséquence de cette hypothèse des petits mouvements, c'est que alpha, on va considérer que c'est égal à sinus alpha, et on va considérer que c'est aussi égal à tangente alpha. C'est une sorte de simplification qui est vérifiée du coup dans notre cadre, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des grands mouvements d'angle, et que avec cette hypothèse, on va avoir plusi'eurs conséquences. La première étant que si par exemple on souhaite calculer la distance d ici entre un point de départ B et un point d'arrivée B', pour ce mouvement de poutre dans le plan, alors ici on a un angle alpha qui est déjà assez important, qui est plutôt important, mais qui est exagéré pour montrer un petit peu, sinon il faudrait prendre une slide beaucoup plus grande pour avoir un angle alpha qui est super petit et pourra faire une construction géométrique. Donc si on prend cette longueur D, et qu'on la calcule avec ces hypothèses-là, on trouve que c'est exactement égal à l'angle alpha fois la longueur de la poutre. Donc à chaque fois, on prend la distance entre le couple de points, on va dire, et l'origine de la rotation. Cette rotation d'angle alpha va engendrer un déplacement du point qui est à l'extrémité, qui est exactement égal à l'angle fois la distance. Donc ce petit calcul de déplacement, il va nous être utile dans les séances après la cinématique, dans les séances où on va commencer à parler de force et d'énergie, etc. Mais donc déjà, on amène cette idée que c'est l'hypothèse des petits mouvements qui nous permet de faire cette simplification en quelque sorte. Sinon, la longueur D, si on faisait pas de petits mouvements, la longueur D serait égale à quelque chose de beaucoup plus compliqué. Hein. On aurait un triangle rectangle ici, mais on n'aurait pas la même longueur entre AB et AB'. Alors pourquoi on a besoin que le déplacement soit tout petit ? Et dans un premier temps, pour pouvoir faire cette simplification-là, donc ça c'est un peu la première conséquence des petits mouvements, sur laquelle on va revenir par la suite. Et la deuxième conséquence de cette hypothèse des petits mouvements, c'est qu'on va pouvoir définir un peu mieux, en tout cas, le centre de rotation de la liaison appui simple. Vous allez voir que ce centre de rotation de la liaison appui simple, il n'est pas du tout évident si on n'a pas les petits mouvements, en fait. Alors si on regarde exactement de la même façon que ce qu'on avait fait pour les liaisons avant, on fait exactement le même travail, on reprend une poutre numéro 4 par exemple qui est reliée au plan fixe par une liaison appui simple. Cette liaison appui simple, on connaît ses degrés de blocage, hein, elle en a qu'un, c'est la translation suivant l'axe N, qui est défini ici comme un axe un peu oblique, un peu quelconque comme ça, pardon. Alors le problème c'est que les mouvements possibles ils sont malheureusement nombreux. Hein. Le centre de rotation absolu, impossible de savoir exactement où il va être, contrairement aux deux autres liaisons, contrairement aux liaisons glissière et pivot, on avait directement, avec la construction des médiatrices, l'emplacement du centre de rotation. Ici, quand on va construire les médiatrices, alors je vais juste me mettre sur la liaison appui simple du coup qu'on voit ici, qui est orienté selon un axe vertical. Donc si on regarde les mouvements possibles de cette construction, on va avoir donc une rotation comme ça autour du point, on va avoir comme autre mouvement possible une translation comme ça, et vous voyez, donc si je mets un mouvement quelconque comme ça, avec une rotation comme ça et une translation comme ça, et que je fais exactement la même construction des médiatrices, voilà, je trace à chaque fois, encore une fois, hein, c'est toujours la même méthode, mais à chaque fois je trace les segments entre deux points, deux couples de points homologues, qu'on appelle homologues, mais deux couples de points, point de départ, point d'arrivée. Là j'ai pris ce point-là,
ce point-là et le bout de la queue, comme d'habitude. On trace les médiatrices, on a bien un seul point d'intersection des médiatrices à chaque fois. Mais le problème, c'est que ce point d'intersection, il est un peu random, quoi. On sait jamais où est-ce qu'il va être, il peut être vraiment n'importe où dans le cas de cette liaison appui simple. Vous voyez qu'il peut être ici, il peut vraiment partir très loin là-bas, il peut aller vraiment n'importe où en fait. Et c'est ça le problème en fait, c'est que cette liaison appui simple, elle permet pas de décrire de manière assez simple l'emplacement de la liaison du centre de rotation. On peut se dire que de toute façon, c'était perdu d'avance puisque on avait 2 degrés de liberté, contrairement aux liaisons glissière et pivot qui ont un seul degré de liberté. Là, c'était un peu perdu d'avance puisqu'on a un seul degré de liberté et que donc forcément, on va pouvoir avoir des centres de rotation situés n'importe où dans le plan, en fait. Alors, l'hypothèse des petits déplacements, là, si j'active les petits déplacements, on voit que je fais des rotations, des toutes petites rotations et des toutes petites translations. Alors, vous les voyez peut-être pas, mais si on zoome énormément, on voit que, en fait, je fais des toutes petites... Alors, je vais faire une translation comme ça. On voit qu'on fait des toutes petites translations comme ça autour de la position initiale, et que, si on regarde pour les rotations, je fais des minuscules rotations. Alors, on les voit pas trop, je vais mettre à 0, hop. On fait des minuscules rotations autour du centre de rotation. Donc là, on est dans le cadre des petits déplacements, des petits mouvements. Il peut aussi être à l'infini. Puisque la liaison appui simple, effectivement, on peut faire en sorte d'avoir une rotation nulle, d'avoir un mouvement de rotation qui est exactement égal à 0, et d'avoir une translation, du coup, qui fait comme ça, qui a exactement le même résultat qu'une liaison glissière. Donc, non seulement il peut être à l'infini, mais il peut être aussi n'importe où dans le plan, hein, parce qu'il suffit de mettre un petit mouvement de rotation, et là, il sera défini dans le plan ici. Mais effectivement, il peut aussi être à l'infini. Alors, je me remets en petits déplacements, et dans ces petits déplacements ici, qu'on voit si on zoome beaucoup, si on dézoome à un certain point, pour voir ce qui se passe en général, quoi, pas seulement sur un petit point où on voit les petits déplacements, mais si on dézoome pour, en quelque sorte, ne plus voir ces petits déplacements, ou presque plus, et qu'on fait exactement la même construction, hein, c'est toujours la même construction des médiatrices là qui se passe. Hein. Si je regarde 2 points et que je zoome énormément dessus, je vais avoir le point initial, le point final, le segment, et la médiatrice entre les deux. Et ça, je fais ça pour n'importe quel couple de points que j'ai choisi. Hein. Celui-là, c'est pareil, je fais exactement la même construction, et celui-là aussi, pour vous en convaincre, je zoome dessus, j'ai toujours la même construction qu'avant. Donc je fais cette construction avec les médiatrices, et ce dont on se rend compte en fait, c'est que ces médiatrices, quel que soit le petit mouvement que je fais, ces médiatrices ont tendance à se croiser en un point qui est toujours situé sur la ligne, sur l'axe de la liaison appui simple. Donc ça vous paraît peut-être un peu magique en quelque sorte, comment ça se fait que d'un coup, quel que soit le mouvement qu'on fasse quand on se met en petit déplacement, ça se trouve sur cet axe de la liaison appui simple, ben en fait tout simplement que si je faisais la construction de la médiatrice entre ces 2 points ici, j'aurais donc un segment ici entre ces 2 points, une médiatrice entre ces 2 points qui est perpendiculaire à ce segment, et en fait le centre de rotation il est situé sur l'intersection des médiatrices, donc il sera forcément situé sur cette droite ici, et en fait c'est normal finalement que ça reste en quelque sorte sur la droite. Donc à chaque fois, si je devais tracer la médiatrice, si je devais faire la construction de la médiatrice sur ce couple de points, et bien à chaque fois j'aurais une intersection de toutes les médiatrices en un seul point, et donc forcément le centre de rotation qui reste sur la ligne comme ça, quel que soit le mouvement que je fais, quel que soit le petit mouvement en tout cas que je fais. Alors c'est à ça que sert cette hypothèse des petits mouvements. Ça sert à faire en sorte que le centre de rotation absolu qui est amené par une liaison appui simple se situe uniquement, non plus n'importe où dans le plan, mais uniquement sur la droite qui est située au niveau de cette liaison appui simple. Alors, donc le problème, voilà, c'est que les mouvements possibles sont nombreux. On n'a pas un centre de rotation absolu
qui est connu à l'avance comme les liaisons glissière et pivot, puisque ici on n'a qu'un seul degré de blocage au lieu de 2 degrés de blocage. Donc cet ensemble de mouvements nous embête un peu. On utilise les petits mouvements pour faire en sorte que le centre de rotation absolu C4 par rapport à 0, on ne sache pas exactement où il sera à l'avance, mais on sait simplement qu'il est sur la droite, ce qui restreint quand même le champ de recherche. Ça nous permet de... Voilà. Alors, cette nouvelle définition de la liaison appui simple, elle nous permet simplement de dire qu'on a un lieu, on appelle ça un lieu géométrique des emplacements possibles du centre de rotation absolu de la poutre 4, qui est situé sur cette droite N. Alors, à quoi ça va nous être utile par rapport aux autres liaisons, vous allez me dire, parce que les autres liaisons, soit l'encastrement, on avait un centre de rotation qui n'existait pas, soit les liaisons glissière et pivot, on avait directement le centre de rotation, donc cette liaison appui simple, elle a l'air plus embêtante qu'autre chose, mais en fait c'est en utilisant une adjonction de liaison appui simple et de liaison pivot qu'on arrive à faire des systèmes isostatiques, et qu'on arrive à faire des systèmes qui ne sont pas des mécanismes, mais qui sont bien des structures isostatiques. On va voir ça juste après du coup. Donc ça c'est la deuxième conséquence de l'hypothèse des petits mouvements. Alors voilà, là vous avez un peu le résumé de ce qu'on vient de montrer. On a donc la liaison pivot typiquement qui tourne, qui nous permet de définir un centre de rotation absolu de la poutre par rapport au plan fixe, qui nous permet de dire que ce centre de rotation absolu, il est situé au point P. On a la liaison glissière qui nous permet de définir aussi exactement le centre de rotation absolu de la poutre par rapport au plan fixe. Ce centre, il est situé à l'infini dans une certaine direction, dans une direction posée, qui est la direction n de la glissière. Donc ces deux liaisons, pivot et glissière, on connaît exactement leur centre de rotation absolu. La liaison encastrement, elle nous permet de dire que le centre de rotation absolu de la poutre 3 qui est reliée par une liaison encastrement n'existe pas. Et la liaison appui simple, on n'a aucun moyen de conclure sur l'emplacement du centre de rotation absolu, mais tout ce qu'on peut conclure, c'est que cette liaison appui simple nous dit simplement que le centre de rotation absolu de la poutre par rapport au plan fixe sera situé sur la droite définie par l'axe n de la liaison appui simple. Alors ça c'est la redéfinition en quelque sorte des liaisons cinématiques. Surtout n'hésitez pas à poser des questions s'il y a quelque chose, s'il y a une liaison que vous comprenez pas, parce que on va principalement faire que ça pendant les 2 prochaines séances. On va principalement regarder des emplacements possibles ou impossibles de centres de rotation absolu ou relatif pour la prochaine séance, mais pour cette séance juste absolue d'une poutre par rapport au plan fixe du coup. Donc l'idée, de cette idée en fait, on va pouvoir en tirer en quelque sorte une méthode de résolution, on va dire, pour une poutre simple. Pour une poutre simple, on peut du coup savoir si cette poutre va être en mouvement ou non, grâce aux liaisons cinématiques qu'elle possède entre cette poutre et le plan fixe. Donc typiquement on fait ça en plusieurs étapes, On fait une première étape où on regarde juste l'ensemble des liaisons de la poutre avec le plan fixe. On regarde ensuite pour chacune... Alors pour la glissière, c'est sur un axe précis. La glissière, elle est définie comme étant une liaison qui relie une poutre au plan fixe selon un axe bien précis qui est bien défini par la liaison glissière. Cet axe, il est autant défini, on va dire, que le point, que le centre de la liaison pivot. Si je décide de mettre cet axe selon une autre orientation, ce sera un nouveau genre de liaison glissière. Ce sera toujours une liaison glissière, mais ce sera un autre genre de liaison glissière de 2 par rapport au plan fixe, qui permettra de faire un autre type de mouvement du coup, mais toujours un mouvement de translation. Donc le centre de rotation absolu de la poutre 2 par rapport au plan fixe, ça va être... alors je réponds à ta question juste après. Le centre de rotation de la poutre 2 par rapport au plan fixe, il va être situé à l'infini, dans cette direction,
Et quand on dit qu'un point est situé à l'infini, en fait, on définit exactement ce point. Ce qu'on avait vu sur la construction, c'est cette construction ici des médiatrices là. Hop, si j'active la glissière, voilà, ce qu'on avait vu, c'est que pour une glissière, on a un centre de rotation absolu qui est exactement connu, qui est l'intersection des médiatrices du coup, et qui se trouve à l'infini dans cette direction, ou dans la direction opposée, qui est la même du coup, mais ce point est considéré comme un point du coup. Alors comme tu as répondu, comme tu as eu la réponse, hein, c'est C de 3 par rapport à 0, c'est le centre de rotation, ça veut dire le centre de rotation de la poutre 3 par rapport à 0 qui est le plan fixe en fait. 0 c'est le bâti, c'est le plan fixe, c'est les hachures si tu veux. Donc à chaque fois, ce centre de rotation, pour dire qu'il est absolu, c'est C2 par rapport à 0, c'est le centre de rotation de la poutre 2 par rapport à 0, donc qui est ici dans la liaison glissière qui est située à l'infini. Liaison pivot qui est située au niveau du centre de la liaison pivot. Pour la liaison encastrement, il n'existe pas. Et pour la liaison appui simple, il est situé quelque part sur la droite, mais on ne sait pas où. Pourquoi le centre de rotation de la liaison glissière est parallèle à n et pas par rapport au plan fixe? Alors le centre de rotation, il est situé dans cette direction perpendiculaire à la direction laissée libre, je pense que c'est ça que tu voulais dire. C'est ce qu'on a vu, hein, c'est cette construction en fait, c'est que là par exemple on a le mouvement autorisé de translation selon cette direction horizontale, et ce mouvement, lorsqu'on le fait et qu'on crée, on dessine les médiatrices entre position initiale et position finale, on se rend compte que les points d'intersection de ces médiatrices, elles sont pas dans la direction du mouvement, hein, elles sont pas dans cette direction-là. Si on regarde dans cette direction-là à l'horizon, on verra pas le point d'intersection, mais c'est en regardant dans cette direction nord-sud, qu'on va pouvoir voir le point d'intersection. Donc ce centre de rotation, il n'est pas situé à l'horizon là-bas, il n'est pas situé à l'horizon là-bas non plus, il est vraiment situé sur une direction comme ça, nord-sud, dans ce cas-là. Mais à chaque fois qu'on a une liaison glissière, en fait, on définit une direction de translation libre, et puis du coup, ce qu'on se dit, c'est qu'on va pas faire, on peut faire mentalement cette construction dans l'espace où on regarde à l'horizon pour voir où se situe le point. On peut faire ça à chaque fois. Et puis aussi, on peut simplement se dire que le point est situé à l'infini dans la direction de la liaison glissière. Alors c'est quand même... moi je sais que j'apprends mieux quand je comprends, et du coup je me fais ce raisonnement à chaque fois de points situés à l'infini si je regarde à l'horizon dans une direction. C'est peut-être plus simple de cette manière, pour moi en tout cas. Mais si vous voulez, ça revient exactement au même de se dire que à chaque fois, on a une liaison glissière qui est définie par un axe. C'est l'axe de blocage en quelque sorte de la liaison glissière, et le centre de rotation est à l'infini dans la même direction que la direction de l'axe du coup. Alors on va simplement appliquer en fait cette méthode. Je vais finir sur cette méthode. Ouais, j'avais pas terminé, mais on dessine pour chacune des liaisons l'emplacement possible du centre de rotation absolu de la poutre, mais on regarde chacune des liaisons complètement indépendamment de tout le reste de la poutre en fait. On regarde seulement une liaison après l'autre pour en déduire l'emplacement possible du centre de rotation absolu de la poutre par rapport au plan fixe. Quand on regarde chacune de ces liaisons, on dessine donc ce qu'on avait fait avant, hein, on dessine les lieux, les emplacements du centre de rotation absolu, et puis ensuite on fait on réunit toutes ces infos qui sont données par chacune des liaisons externes, et puis on regarde du coup s'il y a un point qui est compatible avec toutes ces conditions. Alors s'il y a un point qui est compatible, ça veut dire que ce point, c'est un candidat possible pour un mouvement de rotation autour de ce point-là du coup. Ça veut dire que ce sera un mécanisme du coup. Notre poutre liée par les liaisons externes qui permettent de définir ce point qui est le centre de rotation absolu de la poutre par rapport au plan fixe. Donc l'ensemble de ces liaisons fait en sorte que le système qui est composé d'une poutre avec ses liaisons externes va être un mécanisme qui sera du coup forcément instable. Si on n'a aucun point qui vérifie ces conditions,
alors la poutre, on peut en conclure que c'est une structure. Alors vous remarquez que pour le moment, on parle d'une seule poutre, hein. Pour le moment, on ne parle pas d'un système de poutres qui est relié par des liaisons internes et par des liaisons externes. On parle simplement d'une seule poutre. Donc si on fait le bilan 3P moins I moins E, on n'a pas de degré de blocage interne, on n'a qu'une seule poutre, on a 3P égale 3 fois 1 égale 3, et puis on a juste E, qui est le nombre de degrés de blocage externe, donc qui va uniquement être amené par plusieurs liaisons externes, il n'y a pas de raison, mais on considère pour le moment qu'une seule poutre. Ce sera la séance suivante où on verra comment faire en sorte de faire rentrer tout ça pour des systèmes de plusieurs poutres, qui sont reliés entre elles par des liaisons internes. Pour le moment, on fait que sur une seule poutre. Donc on a cette méthode qu'on va appliquer directement sur deux petits exemples assez basiques. On a un premier exemple qui est composé d'une poutre 1, du coup, avec ses deux liaisons externes, donc la liaison pivot de centre A, qui est à gauche, et la liaison appui simple d'axe horizontal ici, qui est située à droite du coup. Alors la méthode nous dit, on regarde chacune des liaisons indépendamment du reste, donc on regarde d'abord la liaison à gauche, la pivot en A, indépendamment de tout le reste du système. Ce que nous dit cette liaison, c'est qu'on a un centre de rotation qui est bien défini, le centre de rotation absolu de 1 par rapport à 0 est bien défini au niveau du centre de rotation du centre de la liaison pivot. Donc on a un centre de rotation absolu de la poutre 1 par rapport à 0 qui est situé au point A. Donc ça c'est ce que nous dit cette première liaison. Ensuite on fait le même travail mais pour la deuxième liaison, indépendamment du reste, pareil. On regarde ici l'emplacement possible, on ne connaît pas l'emplacement exact du centre de rotation, mais on a cette liaison appui simple qui nous dit simplement, qui nous donne comme indice en quelque sorte, le centre de rotation absolu de la poutre 1 par rapport au plan fixe va être quelque part, on ne sait pas où, mais quelque part sur cette droite qui est définie par la liaison appui simple. Ici, c'est la droite horizontale du coup, puisque la liaison appui simple est orientée de cette manière, est orientée selon cet axe horizontal. Alors, le centre de rotation absolu de 1 par rapport à 0, on ne sait pas où il est, le point d'interrogation là, mais il est quelque part sur la droite. Donc, on réunit, on fait la synthèse un petit peu de toutes ces informations, de tous ces indices que nous donnent les liaisons, et ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, il y a une intersection entre ces deux lieux géométriques, entre entre le centre de rotation qui est défini par la liaison pivot, et le centre de rotation défini par la liaison appui simple. Ce point qui vérifie toutes ces conditions, c'est le point A, du coup, qui vérifie non seulement la condition du pivot, mais aussi la condition de l'appui simple, puisqu'il est bien situé sur l'axe horizontal défini par la liaison appui simple. Donc ce point, on peut dire exactement que c'est le centre de rotation absolu de la poutre 1, qu'il est situé en A du coup, et que donc cette poutre, comme elle a un centre de rotation absolu, c'est un mécanisme instable. Alors, si on fait le bilan de cette poutre, assez rapidement, hein, on a une poutre, donc 3P égale 3, on n'a pas de degré de blocage interne puisqu'on n'a qu'une poutre, on a un nombre de degrés de blocage externe qui est égal à 2 pour la liaison pivot et 1 pour l'appui simple, donc on a un bilan qui est égal à 3P moins I moins E qui va être égal à 3 fois 1 moins 0 moins 3, et donc on a un bilan global qu'on a appris à faire la semaine dernière qui est égal à 0. Donc ce que nous dit ce bilan global égal à 0, c'est que ce système est potentiellement isostatique, et ce que nous dit cette nouvelle info de la recherche du centre de rotation absolu de la poutre, c'est qu'en fait ce système qui est potentiellement isostatique, et bien en fait on se rend compte que il n'est pas isostatique justement, c'est un mécanisme instable, et c'est donc un mécanisme hyperstatique. Alors, je ne sais pas si j'ai le bilan qui est tout là-haut. Je reviens sur ce bilan ici. Voilà, ce qu'on a fait, c'est ce bilan-là. On a montré que c'était un système qui est potentiellement isostatique. Donc on a deux possibilités. Soit on a des liaisons placées de telle sorte à ce qu'on n'ait pas de mouvement, alors dans ce cas-là on a une structure stable. Soit, comme on a vu dans cet exemple du coup, les liaisons sont placées de telle sorte à laisser un mouvement possible. On a un centre de rotation possible, on a un centre de rotation qui existe,
donc on a bien un mécanisme. Voilà, c'est ce qu'on a prouvé sur cet exemple du coup. Alors, cette poutre est donc un mécanisme instable, voilà. Le deuxième exemple, que je vais faire ça pour les 5 dernières minutes du coup. Si vous avez des questions sur cet exemple, là, n'hésitez pas. C'est un exemple, c'est un peu l'exemple typique qui est le plus simple, quoi. L'exemple 2, c'est presque pareil que le 1, seulement on oriente la liaison appui simple d'une manière différente. On oriente selon un axe qui est cette fois vertical, et pas selon un axe qui est horizontal ici. Si on oriente cette liaison appui simple selon un axe vertical, comment est-ce qu'elle peut bouger? Alors ici, elle peut bouger, elle peut faire des petits mouvements. Alors je vais faire ça comme ça. En fait, le centre de rotation absolu nous donne exactement la manière dont ça va bouger justement. Si on a un centre de rotation de 1 par rapport à 0 qui est à cet emplacement-là, on va pouvoir avoir... Alors je vais dézoomer un peu. On va avoir donc une poutre qui va tourner autour de ce point A, en quelque sorte. Donc un petit mouvement. On se place dans le cadre de petits mouvements, mais là on va un peu l'exagérer pour y voir quelque chose. Donc on a la poutre comme ça, avec un tout petit angle alpha ici. Et en fait, ici on aura du coup le petit chariot qui se sera déplacé d'autant. Je fais ça un peu mal, mais vous comprenez l'idée. Tchuc. Voilà. Hop, le chariot qui aura translaté un peu vers la droite. Et en fait, c'est le mouvement qu'on va avoir. On va avoir un mouvement de rotation, du coup, autour du centre de rotation absolu de la poutre par rapport au plan fixe. Et en fait, c'est vrai qu'à chaque fois, on peut dessiner le mouvement de la poutre par rapport au plan fixe, grâce à la donnée de ce centre de rotation absolu. Ça marche qu'avec des petits mouvements, exactement. De toute façon, là, à partir de maintenant, là, dans le cours, on n'est que en petits mouvements. On est uniquement avec des petits mouvements, mais on ne doit pas augmenter la longueur de la poutre pour que ce soit possible. Justement, c'est l'intérêt d'être dans des petits mouvements, c'est que dans le cadre de petits mouvements, en fait, quand on fait ce déplacement-là, cette rotation, la poutre ne change pas de longueur, et la poutre ne change pas de longueur, mais quand on se déplace ici, effectivement, on devrait avoir donc un triangle isocèle en A, oui, et donc une longueur ici qui devrait s'allonger, mais en fait, dans le cadre de petits mouvements, on considère que cette longueur elle s'allonge de manière toute petite, infinitésimale, on dit, et que du coup, on néglige en fait cet allongement entre la position initiale et la position finale dans ce plan-là. Alors, voilà, c'est un peu... je comprends que ce soit un peu compliqué à prendre en main au début, mais dites-vous qu'en fait, dans ce déplacement comme ça, qui doit être normalement beaucoup plus petit que ça, mais qu'on représente ici, on a une différence entre cette longueur-là, ici comme ça, et cette longueur-là, finale ici. Théoriquement, on a une différence entre ces deux-là, hein, qu'on voit ici. Mais cette différence, alors je vais effacer ça comme ça, voilà. Cette différence dans le cadre des petits mouvements, elle est complètement gommée, puisqu'on considère qu'elle est complètement nulle en fait. Voilà. Donc effectivement, dès qu'il y a des liaisons à appui simple, de toute façon, on se rend compte qu'il va y avoir des mouvements de poutre qui vont être peut-être un peu perturbants, puisqu'on est dans le cadre de petits mouvements, mais qui pourtant sont possibles dans le cadre des petits mouvements. Alors vous allez voir qu'il suffit, juste en 2 minutes, qu'il suffit simplement de changer l'orientation de la liaison appui simple pour transformer le système, vous allez voir. Si on fait le même travail qu'avant, donc là on a une poutre numéro 2, hein, dans l'exemple 2, qui est selon la même liaison pivot qu'avant en A, et on a juste un changement d'orientation pour l'appui simple à droite. On va avoir non plus un appui simple orienté
selon un axe horizontal, mais selon un axe vertical. Alors on isole, la méthode c'est on isole chacune des liaisons, on regarde ce que nous disent chacune des liaisons. Ce que nous dit la liaison pivot, c'est que le centre de rotation absolu est situé au point A. Ce que nous dit la liaison appui simple ici, c'est que le centre de rotation est situé quelque part sur la droite définie par l'appui simple, qui est perpendiculaire au mouvement possible. On ne sait pas où il est, mais il est quelque part sur cette droite. Et quand on fait la synthèse des deux, on se rend compte qu'en fait, il n'y a aucun point qui peut vérifier en même temps cette condition et en même temps cette condition. Si on a un point qui vérifie cette condition, ça veut dire qu'il est forcément ici, et il ne peut pas être en même temps sur cette droite. Dans cette situation-là, c'est impossible qu'on ait un point, qu'on ait un centre de rotation absolu. Alors dans ce cas-là, notre conclusion, c'est simplement le centre de rotation absolu n'existe pas, il ne peut pas exister. Il n'y a pas de position, il n'y a pas de position du centre de rotation absolu de la poutre 2 par rapport au plan fixe qui permette de satisfaire les deux conditions. Donc il n'existe pas, donc cette poutre est bien une structure qui est stable, puisqu'il n'y a pas de mouvement possible, il n'y a pas de mouvement de rotation possible dans l'absolu, donc il n'y a pas de mouvement possible du tout. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette fois. Là, en TD, vous allez faire des exemples, du coup, a priori, sur des systèmes de poutres simples, avec plusieurs liaisons. Vous allez voir que, des fois, par exemple, quand il y a deux liaisons appui simples mises en parallèle, on va avoir des points d'intersection qui peuvent être un peu perturbants, mais vous allez voir ça en TD normalement. On va s'arrêter là du coup, et pour ceux qui sont avec moi en TD, je vous envoie un mail avec le lien dans une dizaine de minutes à peu près. Voilà, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, hein, mon adresse mail est là. Et puis voilà, je vous souhaite un bon TD du coup. Merci à tous et à toutes. Au revoir.